Bonjour Boualem Sansal. Bonjour Timothée. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous publiez un nouveau roman en ce début d'année 2024. Ça s'appelle Vivre, le compte à rebours aux éditions Gallimard, un livre de science-fiction sur la fin du monde, ou plutôt sur la fin de notre humanité telle que nous la connaissons aujourd'hui. On va en parler en détail. Quelques mots d'abord sur l'actualité. Là, en France, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, que l'on vient d'entendre, a dressé un état des lieux de la menace terroriste. Mardi dernier, il a installé Céline Berthon à la tête de la DGSI. Les chiffres, les voici. La France a essuyé depuis 2012 pas moins de 25 attaques, faisant 273 morts et des centaines de blessés. La principale menace est celle de l'islamisme. Il peut frapper la France à tout moment, déclare Gérald Darmanin. N'est-ce pas un terrible aveu de faiblesse ? Il a parfaitement raison de dire cela, mais il aurait pu aussi le dire il y a 6 ans, comme on aurait pu le dire il y a déjà 15 ans. Donc, l'islamisme est une vieille histoire. Maintenant, il a fait souche en France, il se porte merveilleusement bien, il se développe et le courant joue, la force du vent joue pour lui, hein, donc les choses vont bien. Mais le plus grave, c'est que l'islamisme français s'est articulé à l'islamisme international. Donc maintenant, il n'est plus dirigé que de l'intérieur. Il puise ses ordres, ses orientations, ses méthodes, en Algérie bien sûr, mais en Turquie, en Arabie, dans différents endroits, et peut-être même un peu de Moscou, de Chine, qui peut-être ont aussi quelque part un intérêt à ce que l'Occident soit dans une situation de faiblesse, parce que les cartes sont en train d'être rebattues dans le monde. Est-ce que le temps de l'Europe est peut-être fini ? Il faut peut-être achever l'Europe Et un phénomène... pour que naisse le BRICS réellement. Et il faut aussi affaiblir le plus vite possible les États-Unis. Hein. Donc, voilà, les cartes... On ne sait pas d'abord qui rebat les cartes et de quelle façon. Donc on attend de... Vous dites affaiblir les États-Unis, affaiblir l'Europe. Est-ce que ça veut dire que, dans le cas de l'Europe, par exemple, l'Union européenne a une responsabilité dans l'expansion de l'islamisme sur notre territoire ? Mais total. En fait, quand on écoute Madame von der Leyen, voilà, je crois on peut presque la cataloguer d'islamiste ou de... c'est un peu exagéré, mais je veux dire... Elle est apparemment dans une phase totalement romantique, qu'on peut comprendre, parce que pendant longtemps, l'Europe a pensé que tout était soluble dans la démocratie, et que la démocratie pouvait domestiquer, pacifier le nazisme, le ceci, bref, il y avait une sorte de sensation qu'on est vraiment, on détient les outils universels, la démocratie, la laïcité, la puissance économique, l'intelligence, et ça a fonctionné pendant un certain temps, tant que de l'autre côté, effectivement, les moyens n'existaient pas, il n'y avait pas de véritable... ils étaient plutôt dans la défensive. Maintenant, ils sont à l'offensive. L'Europe étant défensive, et l'autre monde qui était dans la défensive est aujourd'hui à l'offensive. Donc, un renversement des cartes. Je reviens sur ce que vous disiez sur Ursula von der Leyen. C'est peut-être également le cas d'autres dirigeants européens. Qu'est-ce que vous pointez du doigt ? C'est de la lâcheté ? Non, je pense qu'au départ, c'était ça, une forme d'intelligence. On est intelligent, on peut gérer, ça se gère. Voilà l'expression, on peut gérer. Ça veut dire qu'on s'est trompé ? Oui, complètement. On s'est vu trop fort, on a cru que l'on pouvait justement on a mal regardé les événements, on a mal apprécié ce qui se passait au sud de la Méditerranée, c'est-à-dire au Maroc, en Algérie, etc. Il y a eu des évolutions fondamentales très, très, très importantes. Ils ont changé de paradigme. Vous vous rendez compte, l'Algérie était française pendant un siècle et demi. On a intégré Voltaire, Rousseau et tout. Et puis, en l'espace de 10 années, on s'est retrouvé dans les banlieues saoudiennes, à renvoyer quasiment au Moyen-Âge. Sur le plan mental, il y a des régressions. Et ça ne se corrige pas facilement, ça. Hein. Alors, si l'on se concentre à la France, sur cette période 2013-2019, d'après des chiffres de la Fondapol, la France est le pays le plus touché de toute l'Union européenne. Elle concentrerait 43,9% des attentats, loin devant le Royaume-Uni. Pourquoi notre pays est-il devenu une cible ?
Alors, on est passé de l'islamisme national. L'Algérie avait son islamisme, le Maroc avait le sien, l'Égypte, c'est les frères musulmans, etc. Et puis, il y a eu une convergence. Maintenant, les différents. L'islamisme national, on va dire, est en train de disparaître, voire il a disparu. Et on est dans l'international islamisme. Un Donc, avec islamisme mondialisé? des stratégies supranationales, complexes. Et la France est cernée de tous les côtés. Je veux dire pourquoi. Parce que nous, en Algérie, on ne connaît qu'un islam. C'est l'islam sunnite malékite. C'est le nôtre, donc on peut comprendre comment on peut dévier par rapport à cela. Mais la France est un cas particulier. Elle a tous les islams. L'islam sunnite malékite, hanbalite, chafiite, soufi, chiite. Personne, c'est un cas unique. Il y a un peu la Belgique qui est dans cette direction-là. Oui, mais cela ne fait pas de nous une cible automatiquement. Ah si. Ah, vous êtes la cible des Iraniens, de l'islam chiite, de l'islam sunnite malékite, de l'islam turc qui est en balite. Et voilà, donc il y a des stratégies qui s'additionnent. Alors, l'autre raison, c'est que c'est là qu'existe la masse critique est atteinte en termes d'émigrés, de population musulmane, qui sont en nombre, ils sont en demande, en quête d'identité, en quête de mille et une choses, et la seule offre qu'ils reçoivent, c'est celle des islamistes. Et donc ça fonctionne. De quoi justement La mayonnaise a pris. De quoi, alors vous dites la mayonnaise a pris, de quoi justement cet islamisme se nourrit-il? Est-ce qu'il se nourrit de la perte généralisée des valeurs en Occident? Alors, l'islamisme a une vocation, il se donne une mission, c'est d'islamiser. Il ne veut pas réellement du mal à la France, il veut l'islamiser. L'islam est né prosélyte. Il met à la charge de chaque musulman dans le monde, où qu'il soit, d'être prosélyte et de propager la parole d'Allah. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Et là, la masse critique est atteinte, je pense, ça doit remonter à une dizaine d'années, le nombre, les quartiers qui maintenant s'articulent, donc des liaisons secrètes, comment on pourrait appeler ça, des légendes. La légende Kelkal ou la légende Mera, ça joue dans l'imaginaire des jeunes, tout ça. La guerre d'Algérie qui remonte. Et tout ça travaille les imaginaires. Les gens sont là dans la mosquée, on leur raconte que ça. Quand on leur parle d'Algérie, on ne parle pas d'Algérie romaine, ni vandale, on parle de l'Algérie durant la colonisation et seulement de l'Algérie pendant la guerre de libération, où là, donc, on concentre tous les tirs. La France a génocidé le peuple algérien, c'est ce que dit le président algérien tous les jours, il le répète. Bouteflika n'a pas cessé de le répéter. Génocide, la France a commis des génocides. Eh ben, ces mots-là, ils ne sont pas neutres. Ils opèrent dans l'imaginaire des gamins, des banlieues, à l'école, déjà à l'école. Dans les quartiers. Quelles peuvent être les conséquences? Lorsque vous dites que la masse critique est atteinte, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, il est trop tard, l'islamisme est déjà trop répandu? Il n'est jamais trop tard. Maintenant, la question qui se pose, c'est... Bon, on a compris. On peut penser qu'évidemment, les autorités algériennes, scientifiques, ont compris tout ce dont on vient de parler. Alors, mais c'est comment lutter? On est dans les années 30. Le nazisme montre comment on lutte contre le nazisme. Ben, certains disaient on va se concilier avec, on a bien trouvé un modus vivendi avec les communistes, on peut trouver un modus vivendi avec les nazis. Parce qu'au départ, le nazisme, c'était encore bon enfant dans les années 30. C'était pas le nazisme qui allait apparaître plus tard, après les 39 et 40. Et puis ensuite, on s'est dit, non, on va domestiquer ça. Et puis, même à un moment donné, on a pensé trouver la panacée en disant, en fait, regroupement familial. Ces gens-là, ces jeunes qui sont seuls, livrés à eux-mêmes, ils vont dans la pègre, dans la violence et tout ça. Et si on ramène leur famille, leurs enfants, ils vont peut-être se comporter d'une manière bourgeoise. Par exemple, voilà. Donc, on a pensé que tout était possible. Et je crois qu'on continue. En tout cas, il me semble que Macron pense qu'en manipulant quelques symboles, voilà, en tenant un discours, en disant que l'islam c'est très sympathique et tout ça, les musulmans ils vont dire voilà, c'est bien. Maintenant, vous voyez, donc il faut faire le bon diagnostic et choisir.
Nous sommes dans les années 33. Les gens étaient prêts à l'esprit de Munich. Hitler, pourquoi pas, on peut faire. Heureusement que Churchill a dit, voilà, si vous avez cherché la paix et vous avez voulu éviter, ouais, je crois, je sais plus, la guerre et le déshonneur, vous aurez la guerre et le déshonneur. Oui. Donc il faut que les autorités françaises maintenant fassent le bon diagnostic et adoptent une stratégie Maintenant, les choses sont quand même pas mal enracinées. Il faudra peut-être une quinzaine d'années pour réamorcer, pour qu'on puisse définitivement éradiquer les aspects les plus dangereux de l'islamisme. Mais il faut aussi s'occuper de l'islam, parce que l'islamisme, c'est comme vous avez la fièvre. Mais cette fièvre, elle vient d'où ? C'est parce que vous êtes pendant 20 ans, vous avez été mal nourri, mal de ceci. Donc il faut remonter à la source. Et pas seulement à l'islam, c'est à la civilisation. L'islam s'est construit dans une civilisation de bédouins. Comme le disait l'inventeur de la sociologie moderne, Ibn Khaldoun, les bédouins, c'est des pillards, la civilisation bédouine s'est bâtie sur ça. C'est des gens qui vivent dans le désert. Comment ils se nourrissent ? Ils ne peuvent rien cultiver. Alors ils vivent sur les razzias, sur le pillage des caravanes. Et donc ça a créé un peuple de guerriers. Les pouvoirs qui se sont installés dans le monde arabe les ont utilisés en les gardant à la périphérie. Ils permettent de protéger l'Empire contre les envahisseurs, les Mongols, les Huns, etc. Donc ils ont servi à cela. Je reviens à ce qui se passe sur le territoire actuellement. Il y a une expression qui est apparue dans le débat public ces dernières années, elle est théorisée par Gilles Kepel, celle du djihadisme d'atmosphère. C'est donc l'idée que le djihadisme se diffuse par bribes, par petits dosages dans la société française. C'est un peu ça que vous décrivez depuis tout à l'heure. Absolument. Je ne sais pas pourquoi on a pensé que l'islamisme cherchait à détruire les Français. Non, on cherche à les convertir. Et ils ont développé des techniques très, très élaborées. Par exemple, ils ont... cet aspect des choses sur lesquels ils ont beaucoup, beaucoup travaillé, c'est par exemple, la question s'était posée, est-ce qu'on convertit les individus ou est-ce qu'on convertit le pays ? Ils ont pensé que c'était beaucoup plus efficace de convertir l'environnement, islamiser l'environnement. Si vous vivez dans un pays musulman, dans cet environnement, il y a de fortes chances que dans 10 ans, vous soyez musulman. Vous allez vous convertir, sans que personne ne vienne vous l'imposer. Alors cela passe, j'imagine, par les prêches de certains imams. Dans l'actualité, vous l'avez vu, l'épineux sujet de leur formation. Depuis le 1er janvier, la France n'accepte plus sur son sol les imams dits détachés, donc ces prêcheurs qui officient en France, mais qui sont envoyés par d'autres pays qui les rémunèrent. Est-ce que c'est une décision de bon sens, selon vous ? Au moment où ils l'ont prise, ils ont pensé que oui. C'est ces jeunes qui sont livrés à eux-mêmes dans les quartiers. Si on pouvait les rassembler quelque part, soit dans des clubs sportifs, et donc on a joué aussi cette carte, les mettre sous la protection des conseils des grands frères, etc., etc. Et puis ceux qui allaient vers la mosquée, on s'est dit, si on contrôle l'imam, on peut finalement essayer de récupérer de cette jeunesse, une grande partie de... Alors, mais les imams, la France ne sait pas fabriquer un imam. Je ne sais pas. Donc ils sont adressés... D'où cette question des imams détachés. Certains viennent une bonne partie viennent justement d'Algérie, de votre pays. Et ce que l'on pointe du doigt, c'est l'influence des frères musulmans sur la formation de ces imams. Parce que tous les imams algériens sont formés soit en Arabie, soit parce que beaucoup préfèrent être, et en général tous, ils vont, par exemple, Chelroumi, par exemple, quand il était un jeune Tunisien, puis à un moment donné, il a envie d'être imam. Il a trouvé personne pour le former. Il est parti à Peshawar. Il a donc passé 10 années de sa vie là-bas, dans une sorte de, j'allais dire, une mosquée, quoi, tu sais, les gens. Et donc là, il a été islamisé. Heureusement, il n'a pas versé quand il est revenu en France. Il a compris plein de choses et qu'il est devenu ce que l'imam que nous connaissons et que nous aimons bien. Et quelle est l'influence des frères musulmans sur les imams en France ? L'islam en France est compartimenté. Il y a donc une guerre d'influence entre plusieurs courants. Alors, si on peut prendre une minute, alors, il y a une guerre entre ceux qui se considèrent comme étant les dépositaires légitimes de l'islam. Alors, c'est les Saoudiens,
L'islam est né en Arabie, le Coran est en arabe, donc ils se considèrent comme seule source de légitimité pour conduire l'islam. Les chiites, qui considèrent les sunnites comme ayant trahi la parole du prophète, se considèrent comme seuls légitimes. Et ce qui est vrai, historiquement, les chiites sont beaucoup plus proches du discours du prophète que les sunnites. Et puis, le dernier en date, c'est la Turquie. Le dernier califat dans le monde, c'était le califat ottoman, qui a été donc déposé, démantelé par les Occidentaux. Et donc voilà, 3 têtes qui réclament la conduite de l'islam. Ils se bagarrent entre eux, ils se bagarrent. Et puis là, depuis quelques années, ils sont absolument effrayés. Il est en train de naître quelque part un islam totalement différent, qui n'est pas natif des pays musulmans, c'est l'islam occidental, et notamment français. Il est né dans un environnement démocratique, cultivé, et les universités, etc. Et que devient-il alors, cet islam occidental ? Eh ben, il est en train de monter, et donc il veut plus de contact avec l'islam d'Algérie ou l'islam de Turquie, mais qui n'abandonne pas la partie. L'Algérie ne va pas lâcher, elle tient la mosquée de Paris, et elle a quand même, sur les 4000 mosquées en France, elle dirige au moins 2000 mosquées, le Maroc autant, un peu moins, la Turquie autant, un peu moins. Et donc, c'est devenu un lieu de combat entre des légitimités historiques et des centres de pouvoir, émanant d'Algérie, de trucs à droite, à gauche. Alors, on va parler de votre livre, Boualem Sansal. Je voudrais d'abord qu'on dise un mot très rapidement sur ce qui se passe au Moyen-Orient, sur les résurgences de ce conflit israélo-palestinien en France. Entre le 7 octobre et le 30 octobre, 819 actes antisémites ont été recensés sur le territoire national, d'après le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Y a-t-il, selon vous, un lien évident entre ces événements et ce qu'il se passe en Israël ? Un lien, oui. Est-ce qu'il est direct, indirect, par ricochet, on ne sait pas trop. Il faut se donner un peu le temps pour analyser cela. Mais il y a effectivement une conscience. Enfin, ça a beaucoup touché. Il y a toute une propagande, évidemment, qui fonctionne pour mettre toute la responsabilité de ce qui s'est passé sur Israël et sur les Occidentaux, sans lesquels Israël n'existerait pas. Donc, c'est là pour accusés de complicité. Voilà. Peut-être on n'accuse pas le gouvernement français, mais on accuse les Juifs de France. Et on pense qu'effectivement, ils ont une lourde influence sur la France. Mais moi, je pense que ça va s'aggraver, parce que si on réfléchit, qu'est-ce qui peut arrêter cette guerre ? Les Israéliens ne peuvent pas arrêter. Ou alors c'est accepter le fait que ça recommence le 7 octobre prochain. C'est ça, non pas octobre. C'est 7 octobre. C'est ça, octobre. Voilà, sinon, Israël est dans une situation de faiblesse inouïe. Elle est critiquée de l'intérieur. Donc, elle n'a été critiquée que de l'extérieur. Elle a appris à faire. Maintenant, ça vient de l'intérieur et des couches vraiment. Donc, Israël. Alors, et du coup, en France, on se dit, il faut enfoncer le clou. L'Europe est en situation de faiblesse. C'est encéphalogramme plat. Les Israéliens sont profondément touchés. Il faut y aller. Le dernier coup, le coup de grâce,